définition qui est maintenant relativement claire et qui est posée et comparable avec vraiment des composantes similaires entre les différents grands organismes dédiés à l'impact, que ce soit le Global Impact Investing Network, Finance for Tomorrow ou l'Impact Management Project, et qui contient en fait 3 grandes dimensions de l'investissement d'impact: l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesurabilité, au niveau des entreprises dans lesquelles on investit, mais aussi au niveau du gérant. Donc c'est vraiment cette double perception, plus la théorie du changement qui doit sous-tendre en fait l'ensemble du processus d'investissement. Donc pour moi, au niveau de la définition, c'est relativement bien cadré au niveau international. Ensuite, pour les investisseurs qui sont un petit peu moins avancés sur ces sujets, il y a parfois une perception, une acception un petit peu plus large de ce que pourrait être l'investissement impact, en pensant que si un fonds est par exemple l'article 9 et qu'il fait une forme de référence aux ODD, c'est forcément un fonds d'impact, alors que pour nous, ce n'est pas forcément le cas. Alors dans la partie non cotée, c'est la partie additionnalité relativement simple, puisqu'on apporte vraiment un financement qui permet à l'entreprise de grandir. Dans la dimension cotée, c'est un petit peu plus compliqué. En revanche, lorsqu'on investit dans des marchés émergents ou dans des très petites entreprises, là on peut faire vraiment la démonstration d'une additionnalité forte en accompagnant l'entreprise dans son propre cheminement, parfois dans des problématiques ESG aussi, et donc voilà, de vraiment aider à la faire progresser avec des actions aussi pédagogiques. Donc c'est effectivement plus compliqué et il faut être très humble sur la partie cotée, mais c'est néanmoins possible. Alors les enjeux sont critiques, puisque une des composantes clés de l'investissement d'impact, c'est effectivement la mesurabilité. C'est la définition en amont, lorsqu'on fait l'analyse d'un investissement en vue de son éligibilité à un portefeuille d'impact, de définir tout de suite quels vont être les indicateurs d'impact qu'on va retenir et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour vérifier en fait la réalisation et la matérialité des impacts, et ensuite voilà, d'être aussi très transparent dans le reporting qu'on peut offrir aux investisseurs sur la réalisation des impacts et leur suivi dans le temps. Alors ça, c'est un très bon point de notre côté pour éviter l'impact washing. C'est le fait d'être signataire d'une structure comme le Operating Principle for Impact Management, puisque ça nous oblige à être audité sur notre gouvernance et nos processus et nos méthodologies par un tiers indépendant. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, c'est l'alignement d'intérêts pour les gérants, donc que ça fasse partie de leurs objectifs, en fait, que la réalisation des impacts prévus dans la stratégie d'investissement soit manifestée, donc ça impacte leur rémunération. Donc ça, c'est un point important aussi. Et le troisième, c'est la mise en place interne d'un comité d'audit qui a le droit de veto sur l'inclusion ou non d'un investissement dans un univers d'impact. Et ce comité est distinct en fait des gérants. Alors chez nous, le comité comprend des spécialistes de l'investissement. On a évidemment une partie de ces personnes qui viennent de Blue Orchard, qui est notre structure d'investissement à impact, qui est reconnue et qui a une très longue expérience. Et donc ils vont travailler eux ensemble. C'est eux qui ont défini les grilles d'analyse pour les investissements cotés ou non cotés, et c'est eux qui vont revoir ces grilles remplies lorsque une équipe de gestion souhaite proposer un investissement impact pour un de ses portefeuilles. Et donc ils font cette validation de manière autonome et ils ont ce droit de veto.